sont plus riches que les Français quand même, donc ils peuvent se payer des croisières un peu plus haut de gamme, etc. Et quant au personnel, et c'était aussi un des sujets de ce chapitre, c'est sur la transformation de l'Europe, ça, au fond. Le personnel de la croisière, il est entièrement constitué de jeunes gens qui viennent tous d'Europe de l'Est, d'ex-Europe de l'Est, entrés dans l'Union européenne, donc soi-disant dans cette grande communauté, mais qui sont devenus les employés des retraités de l'Europe de l'Ouest. Donc il y a une espèce de nouvelle configuration sociale, et pour ça ce titre, Lutte des classes sur le beau Danube vert, qui va comme ça me trotter dans la tête pendant tout ce voyage, d'autant plus que ces nouveaux Européens, comme aurait dit Donald Rumsfeld, refusent de parler français, parce que pour eux c'est ringard, donc ils essaient d'imposer l'usage de l'anglais dans cette croisière francophone sur le Danube, etc. Et le narrateur résiste. Et le narrateur résiste, comme moi, à des combats absolument perdus d'avance. Et tout ça finit en apothéose dans un concert pour touristes au Musikverein de Vienne, parce que vous savez que c'est là que se déroule le concert du Nouvel An. Mais sauf que le concert du Nouvel An, ça se veut un peu chic encore. Oui, mais il faut être bien habillé. Là, c'est tous les touristes chinois, japonais, européens et autres avec leurs iPads devant un orchestre de musiciens tous déguisés en faux Mozart, qui jouent les tubes de Mozart avec le public qui claque des mains, etc. sur les temps. Alors voilà, c'est une espèce de cauchemar éveillé des temps modernes. Voilà, ça rejoint un peu la touristification du monde qui est très présente dans ce livre. Je conseille à tout le monde de lire ce chapitre de livre pour adultes pour définitivement ne faire aucune croisière. C'est absolument sûr. Alors, il y a une très belle liste des plaisirs aussi dans ce livre, qui commence par « La nostalgie est un fruit délicieux ». Alors, est-ce que Livre pour adultes est un livre nostalgique, Benoît Dutertre ? Bien sûr que c'est un livre nostalgique, mais effectivement, ce que je dis, c'est que la nostalgie, c'est pas tellement une souffrance. La nostalgie, c'est l'amour du passé, et dès l'instant où on arrive, au moins on peut le faire comme écrivain, à retrouver la beauté et la poésie des choses du passé, et ben, d'une certaine façon, ça les rend heureuses et bienfaisantes, même dans notre présent, vous voyez. Donc, moi, je crois que, oui, il y a de la nostalgie dans ce livre, il y a beaucoup de nostalgie, il y a de l'amour de choses disparues, voilà. Ça ne veut pas dire que je n'aime que les choses disparues, que je ne m'intéresse pas à mon époque, etc. Au contraire, d'ailleurs, on l'a vu avec le Danube, je m'y intéresse beaucoup, même si c'est souvent pour en rire. Mais oui, voilà, il y a cette poésie du passé que j'essaie de saisir. Et je le dis d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal, parce que, au fond, plus les choses deviennent fragiles et disparaissent, plus on peut en saisir la beauté fragile. Parce que c'est vrai qu'une petite ferme de montagne, peut-être qu'en 1900, une petite ferme de montagne, c'était pas spécialement poétique, parce qu'il y en avait des quantités, et puis c'était une vie dure, etc. Mais quand vous voyez la dernière petite ferme de montagne qui est en train qui résiste encore sur son petit bout de montagne, au milieu des prairies, avec ses vaches à l'intérieur, et que c'est un spectacle qui n'existera plus jamais, quand vous découvrez ça, voilà, qui a été complètement éradiqué par l'agriculture industrielle, et que vous vous attachez à une maison, à une fermière, à une basse-cour comme ça, qui sera peut-être la dernière, et tout d'un coup, ça devient merveilleux, ça devient un enchantement au lieu d'être simplement un regret, quoi. Michel Sarr ? Oui. Alors moi, j'ai été frappée justement par le mélange, parce qu'on passe de l'indignation à l'enchantement. Ouais. C'est très, finalement, il y a quelque chose d'harmonieux qui se dégage de ces phases de révolte, et puis au contraire, on retrouve ces choses perdues par l'écriture, parce que finalement c'est oui. L'écriture qui permet de récupérer, de retrouver la ferme, l'aubergiste. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est le côté drôle, l'autodérision. Les fictions, par exemple, qui sont à mourir de rire. Cette espèce de tribu, la tribu ancienne qui ressurgit, puis finalement on s'aperçoit que elle n'est pas adaptée au concept et aux normes de notre époque, donc tout le monde veut la réformer. Ouais. Mais c'est aussi un roman sur l'inadaptation. Oui. Aussi le Californien qui essaye de recréer une île parfaite sans vidéo, mais qui est obligé de faire de la vidéosurveillance, et qui finit, on sait que ça va pas marcher à la fin, mais enfin j'ai trouvé que ce côté aussi fiction qui double la réflexion, ça faisait un ensemble très très cohérent. Merci, parce que c'était un peu l'idée. Comme vous le racontez, c'est vrai qu'on sent bien que ce sont les mêmes thèmes qui sont repris dans des registres différents. Luc Lang, chez Benoît Dutertre, il y a une montagne comme chez vous, mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais en même temps, les Alpes, sont les montagnes que je parcours, enfin le Jura également.
Et simplement, il me fallait quelque chose qui incarne plus une frontière du Sud. D'où les Pyrénées dans votre livre. Et d'où les Pyrénées, malgré que les Pyrénées, je les ai vraiment pas beaucoup traversées, sinon dans l'enfance. Et les Vosges les Vosges de Benoît du Tertre, non? Un petit peu, et j'ai découvert ce qu'était la ligne bleue des Vosges d'ailleurs, Voilà. parce qu'avec l'ensemble des lacs et la réverbération du ciel dans les lacs, effectivement, on arrive à une ligne bleue des Vosges. C'est vrai, on la voit de loin. On la voit de loin, c'est très vraiment magnifique. Je l'ai fait à moto d'ailleurs, c'était somptueux. Alors Luc Lang, il y a 2 ans, vous avez publié un roman assez bref et lié à la musique que j'aimais beaucoup, qui s'appelait L'autoroute. Et c'était un roman plutôt intimiste. Et là, vous revenez avec une énorme histoire familiale. Oui. Alors, pourquoi au commencement du 7e jour? On connaît la réponse en principe. Enfin, on connaît une réponse. Au commencement du 7e jour, Dieu se reposa et se tut. Voilà. Quelle est votre réponse à vous? C'est sans doute avec cette sorte de rupture dans le travail que Dieu produit quand même, qui est un travail considérable, à savoir inventer une géographie et puis ensuite peupler cette géographie. Quand il s'arrête, commence probablement l'histoire des hommes. Enfin, ça inscrit quelque chose comme une temporalité, et une temporalité humaine, donc. Et c'est un peu ce qui se passe là, en ce sens que le personnage de Thomas a une espèce de vie, semble-t-il, lisse et parfaite, dans une irrésistible ascension professionnelle, ainsi que sa femme, de beaux enfants, enfin, une belle maison. Une famille parfaite. Famille parfaite, quoi. Une vie contemporaine, mais parfaitement accomplie, qui va vers un destin promis, qui est celui de la réussite. Et puis survient cet accident de voiture terrible. Oui, il faut le dire pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu ce livre. En fait, c'est un roman en plusieurs lieux et en plusieurs temps. Et voilà. Le premier temps et le premier lieu, c'est un accident dans le silence de la nuit, je dois dire, sur une route où cette voiture n'aurait pas dû se trouver, oui. Et pour la femme de Thomas. Voilà, la femme de Thomas, Camille. Donc. Et donc, à partir de cet accident, eh bien, c'est l'ensemble de cette vie qui bascule. Et d'une certaine façon, ça serait le commencement de l'histoire de cet homme, Thomas, et de l'histoire de cette famille. Donc, dans un premier temps, il enquête sur l'accident de sa femme qui va aboutir à sa mort, mais il enquête. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Oui. Pourquoi sur cette route? Oui, c'est-à-dire c'est un accident qui survient sur une route où il n'y a aucun obstacle, où il n'y a aucun carrefour dangereux, et sur une route évidemment où elle n'a rien à faire a priori, puisqu'elle travaille au Havre, elle doit rentrer sur Paris le vendredi soir, et aucune espèce d'explication rationnelle ne vaut pour expliquer cet accident. Et ça commence effectivement comme une enquête. Oui. Et parallèlement à cette enquête, il y a une sorte de plongée assez terrible dans le monde du travail et son côté impitoyable. Parce que, évidemment, votre héros, Thomas, il est très occupé par l'enquête sur la mort de sa femme, par le fait de parler à ses enfants, de les apprivoiser à cette disparition. Et alors qu'il était très performant dans son métier, ça ne va pas tellement et on n'est pas tout à fait, indulgent avec lui. Non, parce que en fait, souvent, quand on a dans le roman ou le cinéma, quand on a des drames intimes, généralement, on est très focalisé sur l'intimité du drame, mais en fait, les gens travaillent pas, bizarrement. Souvent, on est dans une espèce d'abstraction de l'intime affectif, alors même que ces gens-là sont en même temps des gens qui travaillent et qui doivent faire face à des situations sociales, de théâtre social, qui sont extrêmement difficiles dans ces moments-là à traverser, puisqu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à être performant. Oui, mais dans son travail, on est rude avec lui, c'est-à-dire qu'on le change de poste, on lui refuse. Oui, et puis il était avant un peu le bras droit du patron, et puis le patron, d'abord, d'une manière très polie, s'informe du coma de son épouse en demandant quand est-ce qu'elle va se réveiller, et puis au bout d'un moment, comme elle ne se réveille pas, il se lasse, et puis il rappelle un peu Thomas à l'ordre en lui disant « Dis donc, on va pas attendre indéfiniment comme ça, dans une espèce de compassion reconduite chaque jour. Donc on va peut-être se mettre à repenser à des choses essentielles, à savoir
être performant et trouver des nouveaux logiciels de contrôle temps, puisqu'il s'agit de ça. En plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on travaille sur des logiciels de contrôle du temps de travail. Voilà, du temps de travail, oui. Alors, c'est des logiciels qui sont parfaitement opératoires depuis une bonne quinzaine d'années. D'ailleurs, ceux qui sont décrits dans le livre existent, l'entreprise elle-même existe. Et donc, ça permet de rendre visible l'activité de chacun en temps réel quand on travaille hors de l'entreprise. De plus en plus de personnel travaille hors des entreprises aujourd'hui. Et donc, il s'agit de rendre visible l'ensemble de leurs activités en temps réel. Et donc, Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, rend visible toute chose, afin qu'on puisse les croire, justement. C'est terrible. Alors, c'est un gros livre, je l'ai dit, je le remonte, plus de 500 pages. Mais pour autant, ce n'est pas un livre démonstratif. Il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de secrets, notamment un secret de famille dont on ne va rien dire. Non, il ne faut rien dire. Ce serait dramatique. On comprend peu à peu ce secret de famille, mais ici, on n'en dira rien. Pourtant, je voudrais quand même qu'on parle un peu du livre 2, celui où s'esquisse ce secret dont on ne dira rien. Parce qu'on peut parler de la montagne et du rapport de Thomas à la montagne. Et puis, moi, ce livre 2, c'est le livre qui me plaît le plus, je dois avouer, dans ce livre. Mais selon les lecteurs, certains préfèrent l'Afrique, d'autres les Pyrénées, d'autres... Non, mais ce qui est un personnage qui me plaît beaucoup, je crois que c'est mon personnage préféré de votre livre, c'est le frère Jean. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, parlez-en un peu. Bon, d'abord, Thomas va dans les Pyrénées, oui. il va marcher, il va courir, il va monter, je veux dire, oui. Il manque d'y rester. Oui, il y a une espèce de tentation de l'abîme. La tentation de l'abîme liée à ce séisme que représente donc cet accident de son épouse et le fait qu'il faut faire face avec ses enfants, faire face dans son travail. Bref, il essaye de se recentrer en fait en retraversant les paysages de l'enfance, puisqu'il vient de là. Et il essaye non seulement de retraverser les paysages de l'enfance, mais aussi de s'appuyer sur ce frère Jean, qui est le frère aîné, qui l'a en partie élevé, puisque le père est mort en montagne. Le père qui était un éleveur de brebis et de moutons et qui fabriquait du fromage labellisé, donc entreprise pastorale. Il est tombé lui aussi, et donc c'est le frère aîné Jean qui a élevé en partie Thomas et Camille et Pauline, merci. C'est moi qui me mélange sur mes personnages. Voilà, donc Jean, c'est une sorte de figure tutélaire sur laquelle s'appuie ce jeune Thomas. Et chez Jean, à l'estive, vont également les enfants de Thomas, qui sont de plus en plus... disons, habité par cette activité de l'estive. Et Jean est une sorte de... Alors Jean, il représente absolument pas un temps du passé. Jean est totalement contemporain comme Thomas. C'est-à-dire c'est un ingénieur agronome, il connaît parfaitement les techniques d'agriculture et d'élevage. Voilà, il a en tout cas choisi, je ne sais pas s'il a renoncé, mais il a choisi en tous les cas de continuer à s'occuper d'un troupeau relativement modeste et de mener cette vie pastorale. Et il est pour Thomas, il est une espèce de référent, mais en même temps une espèce d'interrogation, parce qu'il ne comprend pas comment un homme aussi brillant que ce frère aîné a pu à ce point rester dans une économie artisanale et pastorale aussi modeste. Lui qui est dans l'expansion planétaire avec ses contrôles, avec ses logiciels informatiques, puisque l'informatique c'est un enjeu planétaire. Donc Thomas, il a véritablement le sentiment de faire partie de ces générations du futur qui rendent obsolètes toutes les générations qui précèdent. Et c'est vrai que posséder l'outil technique de l'informatique, c'est effectivement avoir le sentiment d'appartenir à une puissance du devenir, qui est une puissance en plus planétaire. Et vous parliez du choix, mais Thomas, lui, a l'impression que le choix de son frère est un renoncement. Choix de son frère est un renoncement, comme le choix de sa sœur est également un renoncement, puisqu'elle était médecin pédiatre à Bayonne, carrière médicale qui semblait, elle aussi, aller vers un devenir irréversible et irrésistible, et qui part monter une ONG médicale en Afrique noire. Donc il ne comprend absolument pas ce qui se passe pour ce frère aîné et pour cette sœur. Mais justement, il a évité de tomber dans l'abîme de la montagne, mais il tombe dans le gouffre du secret de famille, dont on ne parlera pas. Voilà. Et donc, pour accomplir la fin de l'histoire, il doit aller en Afrique, sur les traces de sa sœur, pour tout comprendre. Oui, alors pourquoi l'Afrique noire pour finir ? Parce que il me fallait un horizon qui soit celui d'un grand sud. Et pour nous, d'une manière historique, le grand sud,
c'est pour des raisons donc de notre histoire coloniale, c'est l'Afrique noire, et berceau de l'humanité en même temps. Et fallait que ça soit une figure féminine, en fait. Il me semblait que c'était par là, que c'était par cette instance de la féminité que pouvait advenir la vérité, une certaine vérité sur l'histoire familiale, et en plus dans des rapports qui n'étaient pas des rapports vrillés, qui n'étaient pas celui d'un homme et d'une femme, mais qui était celui d'une sœur et d'un frère. Et donc dans lesquels, évidemment, la question de la sexualité intervenait fort peu. Et il fallait donc que ça soit chez cette sœur que se résolve d'une certaine façon l'histoire familiale dans cette Afrique noire. Et c'est vrai qu'à ma première lecture, je me suis dit, oh, mais pourquoi il est allé en Afrique? On était si bien dans les Pyrénées, au fond, l'affaire s'était déjà dénouée dans les Pyrénées. Oui, en partie, oui. Mais lui, il fallait qu'il ait cette espèce de point d'ordre. Oui, parce que en fait, il va vers le dépouillement. Il va vers une dimension de l'homme nu, qui va peut-être pouvoir, à partir de là, réappréhender complètement son existence. Et l'endroit du dépouillement, particulièrement sur une autre planète, c'est l'Afrique noire. Mais justement, Luc Lang, est-ce que vous diriez qu'au commencement du 7e jour est un récit initiatique, d'une certaine manière? Oui, un récit initiatique. En fait, la connotation biblique du livre est évidente, en ce sens qu'il y a l'apprentissage En fait, Thomas est un homme surarmé, est un homme suradapté à notre monde contemporain occidental, et il va apprendre finalement le dépouillement. Et c'est à partir de ce dépouillement, qui trouve son point culminant en Afrique noire, qu'il va pouvoir peut-être donc réinventer l'existence. À suivre alors. À suivre. Vous n'avez pas l'intention de faire un volume 2? Vous êtes sur une autre histoire. Un volume 2, dites-moi. Vous êtes sur une autre Non, parce affaire. qu'on est dans le... Enfin, c'est un travail de l'ellipse permanente dans ce livre, de l'ellipse quant au moment décisif, en ce sens qu'il me semble qu'il faut mieux que le lecteur, la lectrice imagine ces moments décisifs plutôt que de les écrire. Et le moment décisif du devenir de ce livre, il est dans l'imaginaire du lecteur. Voilà pourquoi ça me semble pas très utile de l'écrire. Et alors vous, le Vosgien, Benoît Dutertre, qu'est-ce que vous pensez des Pyrénées? Non, ce que je trouvais très particulièrement réussi, il y a un côté vraiment haletant dans cette lecture. C'est que bien souvent, vous savez, vous avez d'un côté la vraie littérature, avec une écriture, une réflexion sur le monde, et puis de l'autre côté le polar, où ça swing, où on a envie de savoir, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est de la vraie littérature, il y a une belle écriture qui vous emporte, il y a beaucoup de réflexions, sur notre époque, à travers cette entreprise de logiciels, etc. Et en même temps, on a tout le temps, dès le début, on a envie de savoir, il y a cette chose, cet art de l'intrigue qui vous porte d'une page à l'autre, et vous avez vraiment envie toujours d'arriver à en savoir plus sur ce fameux secret. Et oui, c'est pour ça, chers auditeurs, qu'on ne vous dira Benoît. rien de ce secret de famille. On ne vous dira rien de ce secret de famille, mais c'est vrai que c'est un roman d'une construction extrêmement subtile et bien verrouillée. Et puis, il y a ce que dit Benoît Dutertre, c'est-à-dire on se dit, mais est-ce qu'on va vraiment comprendre? On avance, on tourne, on dit... Ouais. Et on est complètement emporté. Michel Sard, oui. C'est le mot haletant, moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti. On est emporté, on veut aller de l'avant, on veut savoir. Et c'est vrai que... Parce que déjà, on veut comprendre pourquoi la femme est morte. Déjà, parce qu'on n'a toujours pas vraiment compris. Et d'ailleurs, à un moment, on sait qu'elle est morte, mais on l'a pas vue mourir. Oui, mais ça, c'est important, parce que si vous décrivez ces moments-là, vous privez probablement la lectrice et le lecteur de l'émotion de ce moment-là. Et en fait... mais ça se passe aussi comme ça dans la vie. Je veux dire que quand vous apprenez, quand vous avez une nouvelle d'un accident d'un proche, la manière dont surgit cette nouvelle, elle est toujours très mystérieuse. Et on est toujours dans l'après-coup, en fait. Et on n'est jamais en fait, on n'a jamais vécu l'actualité du moment. Hein. On vient toujours après. Et la manière dont ça vient sur nous dans une espèce de montée de questions, qui nous hantent sur comment, pourquoi, et comment ça, etc. Et donc on est sans cesse dans la reconstitution imaginaire de ce qui a eu lieu au moment où ça a eu lieu. Et là, j'ai voulu rendre ça évidemment par l'ellipse, de manière à ce que la lectrice et le lecteur soient totalement investis de ces moments qui ne sont pas écrits. Michel Sard, est-ce que vous préférez le livre 2 comme moi, Les Pyrénées?
J'aime bien le livre 1 aussi. Moi, l'image qui m'a frappée, enfin qui tout d'un coup s'est imposée à moi, c'est une image d'arborescence. J'ai l'impression que vous êtes parti comme ça, et puis peu à peu, vous vous êtes enfoncé, parce que c'est un roman qui creuse, qui s'enfonce. Et puis, peu à peu, tout le réseau familial, finalement, se découvre. Et je pensais à ça parce que par rapport à ce que j'ai fait moi, parce que moi je pars de la famille, des ancêtres assemblés, et peu à peu, on se concentre sur un personnage, ou peut-être deux, tout à fait à la fin. Donc là, vous creusez de plus en plus, et c'est cette image de l'arborescence qui s'impose. Oui. Eh bien, je crois qu'il va falloir qu'on laisse la place au journal. Alors, merci à tous les trois. Et surtout, vous tous qui nous écoutez, ne vous contentez pas d'écouter cette émission. Lisez Revenir du silence de Michel Sarr, chez Julliard, Au commencement du 7e jour de Luc Lang, chez Stock. Vous en avez pour le week-end. Et Livre pour adultes de Benoît Dutertre. C'est un peu plus court, mais quand même. Et merci à Serge Surpin pour la réalisation. Et au mois prochain, dans un monde de livres. Merci à tous. RCJ 94.8, la radio qui vous écoute.